Au fur et à mesure, évidemment, il va m'arriver à peut-être interrompre temporairement mon intervention pour pouvoir valider des personnes qui souhaiteraient participer à cette conférence. Donc, excusez-moi si dans la dynamique, je coupe et pas je coupe, mais j'interromps donc ma phrase pour pouvoir pour après continuer. Donc, d'abord, je tiens à vous dire bienvenue. Merci de vous intéresser donc aux formations en situation de travail et particulièrement sur la thématique d'aujourd'hui qu'on va aborder, qui sont les 5 clés incontournables des APEST. Alors évidemment, j'ai appelé ça 5 clés, mais j'aurais pu dire, je sais pas, hein, j'aurais pu dire 10 clés, euh, j'aurais pu dire aussi 8 clés, mais c'est pas la question. C'est que je vais essayer de donner, quand même euh, et d'expliciter le mieux possible, sans rentrer dans les détails, euh, comment on va pouvoir construire et concevoir. Alors, construire et mettre en œuvre des formations en situation de travail, puisque on va introduire ça depuis 2018. Alors 2018, pourquoi? Parce que c'est après la réforme de la formation professionnelle, pour certains, pour ceux qui connaissent. On va introduire, on va redéfinir ce que c'est la formation professionnelle, mais particulièrement le développement des compétences. Alors, mais avant ça, j'ai envie d'abord rapidement me présenter. Pour ceux qui me connaissent, bon, je pense qu'il y en a certains parmi vous, mais pour les autres, donc moi, c'est Sofiane Bakouche, donc je suis détenteur du titre de formateur d'enseignant, de formateur et de cadre pédagogique. Donc c'est un parcours qui est venu d'abord par des expériences depuis plus de 25 ans dans l'enseignement et dans la formation, mais aussi dans le consulting que j'ai voulu valider à travers ce Master 2 qui est en lien avec les sciences d'éducation et qui vous oblige à valider 5 mémoires, dont le dernier qui est la recherche du sens. Mais on reviendra dessus puisque à travers ce mémoire, on va traduire à peu près 5 gros blocs de compétences, ce qui revient aujourd'hui à mon expertise. Alors évidemment, j'ai aussi des formations que j'ai participé avec joie à l'Université de Montréal pour le service des sciences de l'éducation pour tout ce qui est formation professorale, apprentissage par problème, mais aussi formation pour les tuteurs, ce qu'on appelle les APP, c'est-à-dire les activités par problème, les projets de soutien par les pairs, et on finira par l'approche par compétence, ça veut dire déléguer, observer, offrir une rétroaction de qualité. Alors, je finirai pour donner une définition rapide un peu de mon parcours, puisque moi, j'ai démarré en tant que développeur il y a déjà quelques années de ça, mais assez rapidement, je me suis orienté vers le consulting et particulièrement la formation, donc former les cadres et pouvoir déployer, par exemple, des solutions clés en main à grande échelle. Par exemple, parmi les gros projets dont j'ai participé, c'est APF pour l'Association des paralysés de France sur le déploiement, l'informatisation du dossier usager. Donc, je vous ai mis quelques logos d'entreprises avec qui j'ai travaillé et je travaille aujourd'hui quelques-unes, entre autres, évidemment, qui rentrent dans la formation professionnelle, mais aussi des écoles d'ingénieurs, puisque j'ai aussi participé à la concept, on peut dire, à la mise en œuvre d'écoles d'ingénieurs, par exemple InTech, dont l'objectif était de former des futurs ingénieurs en génie logiciel et système réseau. Alors évidemment, tout ça dans le cadre de l'ingénierie, des dispositifs de formation et de développement des compétences, si on peut appeler les choses comme ça, en situation de travail, et vous allez voir comment on va aborder cette approche. Alors, on va démarrer. Je vais regarder euh, rapidement combien de... Voilà, donc je dois accepter Christelle. Très bien. Donc, après
assez rapidement, je me suis présenté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder, on va introduire un peu, on va introduire les APEST. Mais avant ça, j'ai envie de vous poser une question et je vous invite à y répondre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des formes de la formation en situation de travail ou vous connaissez déjà? Est-ce que vous pouvez taper 1 dans le chat, s'il vous plaît? Si ce n'est pas le cas, tapez 2 dans le chat. Pourquoi? Parce que ce qui va me permettre, moi, d'introduire ou pas, est-ce qu'il y a un besoin de définir un peu ce que c'est la formation en situation de travail qui est devenu aujourd'hui quelque chose que je dirais commun, puisqu'on en parle de plus en plus, mais qui existe depuis 2018. Donc, je vois que ben, c'est un peu 50-50. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est je vais essayer de vous définir rapidement qu'est-ce qu'on entend par la formation en situation de travail depuis 2018. Et je vais introduire les 5 clés que je vous ai promis aujourd'hui pour les professionnels, pour vous donner un peu peut-être une autre conception, un autre paradigme du développement des compétences en situation de travail. Alors rapidement, en 2018, avec la réforme de la formation professionnelle, on va redéfinir, on va redonner, si vous voulez, une autre définition de ce que c'est le développement des compétences. Alors, jusqu'à maintenant, développer des compétences peuvent être réalisées en formation. Quand je dis en formation, c'est-à-dire que c'est comment connaît-nous la formation, c'est-à-dire en présentiel, en distanciel, en mixte, mais aussi en entreprise, en apprentissage, d'accord, quand on est accompagné par un tuteur. Et ce qui va nous intéresser après 2018, c'est qu'on va considérer qu'aujourd'hui, euh, nous allons dire que le développement de la formation professionnelle ou le développement de compétences peut être réalisé en situation de travail. Donc, je répète, aujourd'hui, la loi a introduit par décret le fait est que nous pouvons considérer aujourd'hui qu'une formation ou le développement de compétences peut être réalisé en situation de travail. Alors, alors évidemment en situation de travail à des fins pédagogiques. Vous allez voir, ce qui va nous intéresser, c'est ça. C'est ça la nouveauté, c'est qu'on va considérer qu'une personne qui est en action en situation de travail peut être considérée en formation professionnalisante, mais à des conditions. Évidemment, ces conditions. Alors, l'idée, c'est pas tomber dans le piège de dire, bon, voilà, je travaille, donc je développe des compétences. Non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est que la loi aussi va introduire des conditions et des règles. La première règle, pour, euh, pour valider cet aspect, c'est réaliser une analyse du travail à des fins pédagogiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ingénieur pédagogique ou le formateur qui a l'habitude de concevoir ou construire des parcours de formation en situation de travail va avoir cette obligation d'analyser le travail de destination, donc lié à la formation, à des fins pédagogiques. Donc, rappelez-vous, je suis en train de définir rapidement les AFES pour que tout le monde soit bien d'accord. Je vais essayer d'utiliser des termes très simples pour que tout le monde comprenne. D'abord, l'analyse. Donc, évidemment, vous remarquez assez rapidement que l'idée, c'est pas tomber dans le piège de dire, bon, je travaille, je développe des compétences, mais non, je dois réaliser une analyse du travail de destination, donc de l'objectif du développement des compétences de destination à des fins pédagogiques. Donc, on verra ça plus tard. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est la capacité à concevoir des séquences en situation de travail apprenantes. D'accord? Donc évidemment, l'analyse du travail va venir pour transformer, je dirais, le zeste de l'action de travail à des fins pédagogiques. Donc on va voir comment on va pouvoir réaliser ça. Deuxièmement, c'est concevoir des séquences en situation de travail apprenantes, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'action, le sujet ici est l'action. Et troisièmement,
accompagner un formateur, du moins un formateur. Alors, je tiens quand même à préciser que la loi dit formateur. Hein, donc, n'utilise pas la notion de référent, d'accompagnateur pédagogique ou accompagnateur APES, c'est faux. D'ailleurs, je vous inviterai à aller voir les décrets. On parle vraiment formateur. Donc, c'est bien la notion de formateur qui est indiquée ici. Donc, un formateur qui va accompagner ou qui va tutorer, alors prenez les choses comme vous voulez, les sujets. Ici, le sujet, c'est la personne qui est en train de développer des compétences en situation de travail. Donc, quatrièmement, pour qu'on considère qu'une formation ou un développement de compétences se fait en situation de travail, c'est réaliser des séquences réflexives. Alors ici, évidemment, l'objet n'est pas d'aller chercher ce que c'est la réflexivité, parce que ce n'est pas l'objet un peu de notre rencontre, mais de vous donner les conditions de mise en place d'un parcours de formation en situation de travail. Et je finirai par le cinquième point, qui est un point aussi important que les quatre premiers, c'est la capacité à évaluer le parcours en amont ou réaliser des évaluations qui vont jalonner le parcours avec les éléments de preuve. Donc, ici, il y a aussi cette sémantique de dire, OK, nous avons développé des compétences en situation de travail, maintenant, évaluons ces compétences ou le sujet compétent et amener avec vous les éléments de preuve. Voilà. Donc, rapidement, hein, ça a pris quoi, quelques minutes. Hein, je ne m'attendais pas à redéfinir ce que c'était la formation en situation de travail. Et on va revenir dans l'objet un peu de notre rencontre, qui est les 5 clés, je dirais ce que j'ai appelé, moi, les 5 clés des APEST. Donc, l'action en formation en situation de travail a pour particularité de valoriser les situations de travail comme terrain d'apprentissage. Maintenant, on va commencer par la première clé, comment on va pouvoir réaliser ou concevoir des parcours en situation de travail, mais apprenantes. C'est-à-dire, l'objectif est de développer des compétences dans des situations bien précises. Alors, la porte d'entrée de la première clé qui est, on est obligé de traiter ce que c'est la compétence. Alors, évidemment, je ne vais pas encore donner la définition de ce que c'est une compétence parce que vous allez chercher sur Internet, vous allez en trouver peut-être 1200 définitions. Chacun va avoir une notion, peut-être une définition propre à lui, ce qu'on appelle la singularité un peu de la chose. Mais je dirais que la porte d'entrée de ce qui va nous concerner sur la première clé, c'est traiter la compétence comme un processus et non comme une somme de ressources. Alors, vous allez me dire, oui, mais je fais ça d'habitude, d'accord, c'est très bien. Je ne comprends pas exactement cette sémantique de considérer que la compétence doit être introduite comme un processus, mais pas comme et non comme une somme de ressources. Alors pourquoi rapidement, on a tous tendance, si vous voulez, quand on va chercher, par exemple, un référentiel d'un titre quelconque, avoir ce qu'on appelle des blocs de compétences. Ces blocs de compétences sont bien définis, dans des situations bien définies. Puis, il y a les évaluations, les indicateurs d'évaluation, et c'est comme ça qu'on va pouvoir définir, je dirais, les compétences d'un titre propre, donc d'un métier spécifique. Alors, j'ai bien réfléchi et je vais commencer par définir le premier piège à éviter. C'est que j'espère que ce raisonnement, vous allez assez rapidement le travailler, puisqu'on est toujours sur la partie analyse du travail, c'est éviter les raisonnements piégés dans la conception de la compétence. C'est que dans une entreprise où les organisations qui envisagent de mettre en place des dispositifs d'anticipation hein, du marché par rapport à leur demande, à la demande d'entreprise, de gestion ou de développement
des compétences commence le plus souvent par mettre en œuvre un raisonnement visant à définir ce qui est une compétence, ce qu'on demande comme compétence à la personne qui va intégrer ou qui est ici dans l'entreprise. Au premier abord, cette étape préliminaire semble logique, évidemment. Vous allez me dire, voilà, nous avons besoin d'une personne qui sache faire ça, donc qui sache qu'il ait la compétence de faire ça. Mais l'expérience montre qu'elle se révèle souvent un piège et on va voir ensemble pourquoi. Alors, il ne suffit pas de posséder des ressources, encore faut-il savoir les utiliser. Alors, évidemment, à bon escient, dans des contextes particuliers. Et là, je vais donner rapidement une définition, comme je la vois moi, de la compétence. Je dirais que peut-être la compétence est pas la somme, mais la combinaison de savoir, de savoir-faire et de savoir-être dans des situations et dans de contextes bien particuliers. Et ce qui va nous intéresser, surtout dans la conception des parcours de formation en situation de travail, ce n'est pas vraiment le savoir ou le savoir-faire, et vous verrez pas moins le savoir-être, mais la porte d'introduction, c'est toujours la situation. Pourquoi? Parce que c'est le contexte de ton intervention, le contexte de l'intervention du sujet. Traiter avant tout la compétence comme un processus. Alors évidemment, ici, j'ai noté que la compétence n'est pas une addition, ça vous l'avez compris, mais considérez-la comme la compétence, comme une somme. Et je vais vous reposer cette question à vous, les professionnels. Vous avez acquis des expériences, vous avez travaillé durant votre vie professionnelle dans des entreprises. Aujourd'hui, si vous faites un recul par rapport à l'expérience que vous avez vécue, comment vous avez appris de votre travail? Par exemple, je vous laisse réfléchir sur cette question et on va essayer d'y répondre tout à l'heure. Donc, posez-vous cette question, quelles sont les situations de votre parcours professionnel où il y a eu un impact assez important, où vous pouvez dire que vous pensez que cette période, vous avez appris des choses, d'accord? Appris des choses. Donc, ce questionnement, donc je reviens à l'analyse 1, ce questionnement introduit une rupture radicale dans la façon de raisonner la compétence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça c'est une première leçon que j'ai appris depuis 2018, que je teste les AFES, c'est que nous avons tendance à concevoir des parcours d'ingénierie de formation avec des anciens outils, mais nous ne pouvons pas utiliser les anciens outils, des outils, je dirais même obsolètes, pour concevoir des nouveaux parcours, comme les parcours de formation en situation de travail. Donc ça, c'est vraiment une règle. Nous devons aller chercher d'autres outils. Et je crois que je ne sais pas qui a dit que nous ne pouvons pas imaginer un moment changer les choses si nous répétons tout le temps la même chose. Et on imagine qu'on aurait un résultat différent. Donc, il ne s'agit plus de se contenter de lister, parce que ça aussi, c'est problématique, c'est qu'on a tendance systématiquement de lister, dès qu'on démarre un parcours, les ressources, savoir, savoir-faire et savoir-être. Hein. Ne me dites pas le contraire. Je pense que vous commencez comme ça, et on l'a tous fait. Donc, évidemment, ici, sur la clé numéro 1, pour bien distinguer ce que signifie pour un sujet être compétent et avoir des compétences, c'est bien vraiment complètement différent. D'accord? Donc, ce qu'on va déceler sur la première clé que je vais vous donner de suite, c'est que pour confectionner un référentiel de compétences d'un métier, ne vous lancez pas de suite dans l'établissement d'une liste de ressources, savoir, savoir-faire, voilà ce qu'il doit savoir, voilà ce qu'il doit savoir faire, voilà ce qu'il doit savoir être, mais commencez par clarifier plutôt et identifier les activités clés des métiers ou emplois concernés pour ensuite repérer les principales ressources qu'elles requièrent pour être bien exercées. Et ça, cette phrase, elle est très importante. Et à vrai dire, c'est la clé des affaires, c'est la première clé. Je vais la répéter parce que, alors évidemment, vous allez me dire peut-être que vous aviez l'habitude d'utiliser ça, mais comprenez quelque chose, c'est que
La première clé, c'est on va démarrer toujours par les activités et on ne va pas faire le contraire, c'est-à-dire démarrer à sélectionner les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être pour pouvoir les transférer comme vous le pensez au sujet. Donc ici, plutôt de faire ça, je vous donne la première clé et vous allez voir que c'est une clé très importante puisque c'est votre porte d'entrée de conception de formation en situation de travail. C'est commencer plutôt par identifier les activités clés des métiers ou emplois concernés pour ensuite repérer les principales ressources qu'elles requièrent. D'accord? Donc, je pense que sur cette partie, vous avez exactement compris que ici, il s'agit donc de raisonner en termes de processus et non pas seulement en termes de possession de ressources. Le porteur de compétences et non plus en termes de compétences abstraites, de combinatoire et non plus de termes d'addition, de comportement en situation et non plus de qualité ou de traits de personnalité. Donc, rappelez-vous, la première clé, c'est vraiment la clé donc d'activité. Quelle est l'activité que je vais réaliser? Quelle est la situation que je vais réaliser dans le cadre du projet que je vais mettre en place? OK? Puis, quelles sont les ressources dont j'ai besoin dans ces situations bien précises que les sujets, alors je rappelle ici, j'utilise la notion de sujet, pourquoi? Parce que ici, le sujet, c'est l'apprenant en tant qu'objet d'interaction avec le formateur et les ressources qui l'entourent. Alors, pour la clé numéro 1, pour évaluer les compétences du personnel de votre entreprise ou d'une partie de vos collaborateurs, posez-vous la bonne question de savoir s'il s'agit d'évaluer si ce personnel est compétent ou s'il y a des compétences. C'est vraiment deux choses complètement différentes en termes d'évaluation. Alors évidemment, pour construire un parcours de formation en situation de travail, je rappelle, identifier les activités clés des métiers ou emplois concernés pour ensuite repérer les principes ressources qu'elles requièrent pour être bien exercées. Donc ça, c'est vraiment la clé numéro 1. Je rappelle que je me suis engagé de vous garder 60 minutes parce que c'est assez intense, autant pour vous que pour moi. Évidemment, rester concentré pendant 60 minutes, c'est déjà beaucoup. Si vous arrivez déjà à construire un schème, je dirais opératoire, j'essaie un peu de créer une interaction avec vous, mais si vous arrivez à retenir 20 minutes ou 15 minutes de ce que j'ai dit, c'est pas mal sur les 60 minutes. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu quand même de vous donner le diapo. Alors, je continue au premier abord. Nous avons parlé de la première clé qui est la porte d'entrée de la conception de formation en situation de travail. Nous allons maintenant aborder la deuxième clé pour revenir à ce que c'est, pour distinguer l'activité prescrite et pratique professionnelle réelle. Donc, vous allez voir, pour ceux qui ont fait déjà l'analyse du travail, évidemment, il y a toujours ce souci d'aller chercher le réel, le prescrit du moins d'abord, et puis le réel pour pouvoir identifier les écarts et pouvoir fournir un véritable package en termes de développement des compétences pour l'entreprise. Alors, je vais interrompre un tout petit peu parce que je voulais voir s'il y avait des personnes qui étaient dans l'attente. Très bien, impeccable. Donc, en continu, donc la deuxième problématique, c'est cette problématique de distinguer une activité prescrite et pratique professionnelle réelle. Alors pour cela, j'introduis évidemment je dirais votre Bible, hein, c'est systématiquement le référentiel métier. Vous allez me dire systématiquement, c'est pas possible. Sauf si, évidemment, vous allez vous orienter vers une fiche de poste qui est déjà prédéfinie dans une entreprise. C'est pour ça que ne pas confondre référentiel et travail réel. Alors, on croit systématiquement que le référentiel est notre porte d'entrée du comment nous allons traduire ce nouveau métier ou ce métier existant. Ce n'est pas toujours vrai, puisque le référentiel mentionne ce que les ergonomes appellent les tâches prescrites, OK?
Mais au moment où vous allez commencer cette prescription, sachez qu'elle est pratiquement obsolète. Hein, ça, c'est l'idée de croire qu'un métier dont le référentiel a été créé en 2022 est toujours à jour. Et d'ailleurs, je vous invite, vous avez systématiquement toujours la même remarque quand vous commencez à interpréter, il y a un travail d'interprétation du référentiel, la première observation que vous vous dites, ah tiens, ce référentiel n'est pas à jour. Effectivement, vous avez raison. Le prescrit est donc bien pauvre vis-à-vis du réel. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Au moment où nous démarrons un projet, la mutation, le changement, les technologies font qu'en définitive, vont rendre le métier encore plus complexe parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Il faut aussi accepter, comme moi je l'ai accepté, c'est qu'au moment où on démarre quelque chose, il faut systématiquement accepter qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Donc, à trop vouloir prescrire dans des situations complexes, parce que c'est ça l'idée du prescrit et évolutif, on risque fort de bloquer ou de freiner les initiatives. Et ça, vous le comprendrez. Donc, les adaptations et les improvisations sont nécessaires. Donc, un professionnel à qui son employeur et ses clients peuvent faire confiance doit non seulement savoir exécuter ce qui est prescrit, mais aller au-delà du prescrit. D'ailleurs, ce qui va nous intéresser, c'est les écarts entre le prescrit, d'accord, et aller au-delà du prescrit pour aller vers le réel, ce qui est aussi invisible. Donc ça aussi, il faut l'accepter, mais je vais m'arrêter là, je vais continuer. Donc ici, nous parlerons de cet écart du savoir-y faire. Ça veut dire qu'au-delà des savoir-faire, il y a le savoir-y faire. Et vous, vous avez ce savoir-y faire parce que dans des situations bien précises, vous, en tant que professionnel, vous avez su y faire, vous avez su débloquer une situation que un sujet avec des compétences lambda, développées, validées et confirmées, n'a pas su s'y faire. Et vous voyez assez rapidement que la formation en situation de travail, c'est aussi cette capacité d'aller chercher l'écart entre le prescrit et le réel, mais aller au-delà pour avoir ce qu'on appelle mettre dans des situations le sujet, à mettre en évidence ce savoir-y faire. Donc, une pratique professionnelle, c'est une séquence d'actions ou d'exerçants, non seulement des savoir-faire, mais aussi des savoir-y faire. Dans la deuxième clé dont je veux vous amener, c'est de distinguer la partition de l'interprétation. Ça veut dire qu'il faut toujours ne pas prendre systématiquement le référentiel quand vous créez les compétences dans une situation, une activité bien précise, mais d'aller l'interpréter, vous, en tant que professionnel. D'accord? Parce que vous savez, vous connaissez le métier. Mais attention, sachez quand même que même votre interprétation, elle soit bonne, elle est singulière, singulière, propre à vous. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en général, les référentiels métiers, quand on veut développer le référentiel compétences d'un nouveau titre, vous trouverez toujours une équipe qui va échanger à travers un métier. Mais ça ne se passe pas toujours comme on le pense. Donc, celle de la distinction entre une partition musicale, c'est pour ça qu'il est important aux professionnels d'interpréter. Et l'exemple type, c'est la distinction entre une partition musicale et de son interprète. En un mot, l'activité prescrite est à la pratique professionnelle ce que la partition musicale est à l'interprétation. C'est-à-dire entre ce que le prescrit et ce que vous interprétez derrière ça. Alors, quelques conseils sur la clé 2, entre le travail prescrit et le travail réel. C'est pour décrire des pratiques professionnelles réelles, ne les cherchez pas dans le contenu des référentiels d'emploi et de métier. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc ça, c'est vraiment important. Décrivez ou faites décrire comment les personnes concernées ont appliqué ou interprété les exigences professionnelles liées à la situation à gérer. Donc vous voyez assez rapidement qu'en définitive, le référentiel ici, métier, va venir en second temps, peut-être combler des compétences qu'on n'a pas jugées importantes dans les situations, les activités qu'on a créées, mais qui va, par obligation, s'intégrer au parcours de formation dans le cas où, par exemple,
à la fin de ce parcours de formation en situation de travail, le sujet doit passer une certification, par exemple. Et je vous inviterai tout simplement à, pour un dernier conseil, c'est de disposer en amont d'une description de la situation, de ses critères associés, hein, pour revenir à les critères 1, procéder à partir des questions simples à un récit de déroulement d'activité, et ça, on le demande systématiquement au sujet ou même aux professionnels, au lieu donc réel, en concentrant sur la question du comment avez-vous procédé et en évitant de passer trop rapidement à la question du pourquoi avez-vous procédé ainsi. Pardon. Donc, vous voyez que sur la clé numéro 2, l'intention est importante. Donc, quelle est votre intention? Alors, des fois, on va penser que l'intention, peut-on évaluer l'intention? Vous allez voir assez rapidement, même si l'évaluation est subjective, nous pouvons évaluer la méthodologie utilisée et le dispositif réalisé dans un parcours en situation de travail avec toutes les ressources disponibles. Alors ici, les ressources sont considérées comme des objets de connexion, hein. Pour moi, le formateur, le référent, le tuteur, le savoir-faire, le savoir-y faire et le savoir-être sont des objets qui se connectent pour un objectif final qui est aboutir à des objectifs opérationnels. Voilà, donc ça, c'est vraiment la clé numéro 2. Et donc, il est 17h32, donc moi, j'ai envie d'avancer. Et sauf si peut-être l'idée aussi, peut-être laisser 2 ou 3 minutes si vous avez des questions. Je vais définir la clé 3, qui est, que j'ai appelé, moi, l'accompagnement, le management. On a tendance à croire systématiquement qu'on manage des compétences, mais vous managez d'abord des personnes et non seulement des savoirs et des savoir-faire et des savoir-être. Ça, c'est vraiment le cœur du management en formation en situation de travail. Ça veut dire qu'avoir la capacité de déléguer des missions et des tâches, c'est d'abord un métier. C'est aussi la capacité à juger ou à évaluer la personne en disant il est temps, il en est capable, mais aussi, c'est aussi manager la personne, c'est-à-dire dire je pense que c'est le bon moment pour que cette personne effectue cette tâche qui était il y a un mois un peu plus compliquée, mais qui pour lui aujourd'hui euh, peut être facilement réalisée. Au-delà des savoir-faire, des savoir-y faire. Vous avez vu? Donc, on revient systématiquement sur le fait de faire appel à des ressources personnelles variées. Alors, on oublie rapidement que quand on manage des ressources. Et il y a une des clés, et c'est la troisième, c'est votre capacité, n'est pas la capacité à mettre à disposition des ressources, mais surtout à mettre en place des ressources pour comprendre. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre à disposition des ressources à vos sujets qui sont en situation de travail apprenante, des ressources pour comprendre, des ressources pour agir sur mesure, des ressources pour coopérer, des ressources pour progresser, des ressources de guidage. Donc, dans toutes les ressources que vous mettez à disposition aujourd'hui, en vrac ou pas, hein, parce que vous allez me dire non, non, sont classées par projet, non. Ici, l'idée, c'est d'organiser les ressources plutôt que les empiler. Et les organiser, c'est aussi leur affecter une mission bien spécifique où le sujet aura à les utiliser pendant sa production. Parce que travailler, c'est aussi créer de la richesse. Travailler, c'est aussi produire. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de former en situation de travail apprenante et en même temps demander donc au sujet quelles sont les compétences qui ont été évaluées à travers lui. Donc, je finirai, et vous allez voir, donc là, on est sur la troisième et quatrième clé, qui est prendre en compte la réflexivité. Donc, on en a parlé au début, la réflexivité, pas seulement des pratiques et des ressources,
C'est considérer le recul réflexif comme une dimension du professionnalisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous, on parle beaucoup d'APP, analyse des pratiques professionnelles, autant dans des secteurs d'activité divers. Pourquoi? Parce qu'on va considérer qu'aujourd'hui, il est temps que le professionnel prenne du recul vers ses propres pratiques. Alors attention, dans les AFEST, vous ne pouvez pas demander au sujet la capacité d'une rétroaction, je dirais, de ses pratiques si vous-même, vous n'avez pas mis en action votre propre pratique. Donc, autrement dit, le récit ici que le professionnel va faire rend l'expérience partageable avec autrui. Donc, si vous voulez développer la capacité réflexive de vos collaborateurs et des apprenants, assurez-vous que vous-même ou le formateur concerné disposez d'une méthode éprouvée. Donc, vous avez compris que vous devez d'abord faire votre propre analyse de votre propre pratique professionnelle pour pouvoir après aller amener les autres personnes à prendre conscience de leur pratique professionnelle. Donc, établissez une claire distinction entre les moments d'apprentissage de la capacité réflexive et les moments d'évaluation. Nous avons tendance, et vous allez le remarquer, que dans les moments que vous créez, que vous appelez réflexivité, à poser des questions qui sont plutôt orientées évaluation que réellement une rétroaction des pratiques du sujet, une prise de conscience du sujet par rapport à l'action précédente. Alors, c'est la quatrième clé, c'est la réflexivité, d'accord? Alors, je conseille systématiquement de réaliser ou développer ou d'évaluer les capacités de recul, toujours par groupe, parce que c'est plus intéressant, mais ne tombez pas dans le piège systématique d'échange, de discussion, d'accord? Restez toujours dans le même focus, et ça, il y a des techniques bien précises pour ça. Et je vais finir par la clé 5, vous avez vu, hein, déjà la cinquième, c'est assez lourd. Concevoir le transfert des compétences comme une construction et non comme un transport. Et c'est là où on finira notre conférence sur les actions de formation en situation de travail. C'est qu'on a tendance à croire systématiquement que former, c'est transformer. Ce n'est pas toujours vrai. Former, c'est transporter vos compétences sur un autre. Ce n'est pas toujours vrai. Donc, le transfert des compétences est une préoccupation légitime, puisque vous allez dire, je vais lui transférer les compétences dont j'ai moi. Et je vous donne tout simplement la question du transfert et donc d'actualité. Elle est tout à fait légitime, mais peut tant réellement transférer des compétences. Et moi, je vous laisse parce que, en définitive, quand vous voulez transférer des compétences, vous allez créer votre activité pour pouvoir donner l'interaction des sujets dans cette activité que vous avez vous-même créée, c'est-à-dire que vous avez vous-même pris comme un confort de développement des compétences. Donc, c'est pour ça, pour revenir, parce que le message que je veux vous transférer, c'est que pour transmettre à d'autres ces compétences, il ne suffit pas de créer des activités bien précises que vous-même vous avez imaginées, parce qu'elles sont en elles-mêmes singulières. Hein. Donc, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas, peut-être qu'elles vont pouvoir répondre à votre problématique d'évaluation, d'accord? Mais est-ce que réellement elles ont développé des compétences chez l'autre? Donc, un professionnel expérimenté, dit le formateur, celui qui a créé cette activité ou cette situation dont on va interagir, où toutes les ressources vont interagir, ça veut dire que de façon, normalement, il est censé non seulement de façon à agir dans des situations particulières, mais il doit avoir cette capacité aussi d'agir dans des situations très, très compliquées, problématiques. Donc, il faut que le formateur accepte aussi d'aller vers des contextes où même lui-même, il n'aura pas la main. Mais il va savoir s'en sortir parce qu'il est compétent. D'accord? Il n'a pas des compétences, mais il est compétent. Donc, les connaissances doivent être transformées en savoir pour devenir des objets transmissibles. Donc, la connaissance, ne pas confondre avec la connaissance, le savoir. Donc, la connaissance doit d'abord
se transférer en savoir pour pouvoir après faire l'objet de transmission. Ça, c'est important. Donc, ce savoir-y-faire est difficilement verbalisé, évidemment, puisqu'on revient sur l'objet un peu de l'écart entre le prescrit et le réel, pour finir avec la clé numéro 5. Il est possible parfois de le formaliser, mais seulement en partie. C'est parce que c'est comme ça. Mais évidemment, les AFEST, plus on avance et plus on fait notre propre analyse des situations apprenantes qu'on a mis en exergue en situation de travail, on se rend compte qu'on apprend beaucoup de choses. Donc, transférer un processus dans la clé SEC, c'est la co-transformation. Donc, co-construire, co-transformer. Rappelez-vous, toujours l'activité. Donc, transférer ses propres apprentissages dans des situations nouvelles. Et je finirai, d'accord, sur les 5 clés que je viens de déterminer, de définir, du moins, c'est penser systématiquement employabilité et pas seulement emploi. D'accord? C'est quelqu'un qui est employable aujourd'hui. Il est difficile de dire ce mot, mais pensez systématiquement employabilité quand vous développez ou vous voulez concevoir des parcours de formation en situation de travail. Voilà. Donc, j'espère que euh, j'ai été à la hauteur de ce que vous vous attendiez aujourd'hui sur les 5 clés, de conception de parcours de formation en situation de travail. Ce qui est... écoutez, moi, je reste à votre disposition. Donc, j'ai ma page LinkedIn, donc Sofiane Bakouche, vous pouvez me contacter si vous voulez. Sinon, vous avez aussi ma page professionnelle. Donc, je voulais vous remercier de votre présence et je vous dis bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Au revoir et j'espère à la prochaine fois sur un sujet encore plus intéressant. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, je suis ravi d'avoir partagé avec vous, je dirais, tout ce que je sais, du moins tout ce que j'ai réussi à réaliser sur les parcours de formation en situation de travail. J'espère que vous avez été satisfait un peu de ce que je vous ai donné.